Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez à 17 h en direct à la télévision via vos box et vous nous retrouvez dans la foulée en rattrapage, soit en replay sur bismart.fr, soit en podcast sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, anatomie d'un crack, le crack des métaux précieux et semi-précieux et des métaux dans leur ensemble. Au cours des dernières séances, la séance de vendredi notamment, qui a été une véritable déflagration en termes de prix pour ces actifs particulièrement en vogue. La baisse a été à la hauteur de l'envolée exponentielle spectaculaire qu'on a pu voir sur l'or et l'argent, un FOMO qui s'était encore intensifié au cours des 2 derniers mois et qui se termine de manière un peu douloureuse, il faut le dire, puisque l'argent a dû perdre 40% peut-être au cours de cette séance de vendredi et ce début de séance ce jour, lundi, l'or a dû perdre autour de 20%. On dressera bien sûr l'état des lieux de la situation avec nos invités de Planète Marché dans un instant, et la question étant de savoir si c'est un crack isolé dans le périmètre des métaux ou est-ce qu'il y a des risques d'effets domino, d'effets de contagion à d'autres grandes classes d'actifs, ce qu'on n'observe pas en ce début de semaine. D'ailleurs, l'autre fait marquant de ce début de semaine, c'est la très bonne tenue, la très bonne résilience des marchés actions et des indices actions, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Au moment où on se parle, Pauline Gratel vous donnera plus de détails encore sur ce crack des métaux et ce début de semaine sur les marchés globaux, semaine qui sera marquée par la poursuite de la saison de publication de résultats d'entreprise avec encore pas mal de sociétés technologiques attendues, Palantir ce soir, mais nous aurons aussi Alphabet au cœur de la semaine et puis les banques françaises, un segment évidemment qui a enregistré d'excellentes performances au cours des derniers mois et des dernières années même. Et puis sur le plan macro, c'est une semaine qui sera consacrée à l'emploi américain avec des données attendues ce vendredi et tout au long de la semaine, et des réunions de banques centrales. Demain, la Banque centrale d'Australie, Royal Bank of Australia, pour être la première banque centrale du G10 à remonter ses taux d'intérêt. Jeudi, les marchés n'attendent rien de la Banque d'Angleterre ou encore de la Banque centrale européenne en matière de décision de politique monétaire, mais les communications de ces 2 banques centrales seront évidemment particulièrement suivies dans un contexte où la gouvernance de la Réserve fédérale américaine est peut-être en train de changer. Là aussi, c'est un sujet que nous aborderons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous resterons à l'heure américaine pour évoquer donc le choix de Kevin Warsh comme successeur de Jérôme Powell. Et puis nous reviendrons également sur ce mini shutdown qui est amené à ne pas durer, en tout cas pas plus que quelques jours. C'est Pierre-Yves Dugas qui sera avec nous en visio comme chaque lundi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et bien sûr, le sujet chaud de ce début de semaine reste le compartiment des métaux. Oui, il ne vous aura pas échappé que l'or et l'argent sont passés de l'euphorie à la chute libre en seulement quelques jours. Après une envolée impressionnante en début de semaine dernière, ils se sont violemment retournés à la baisse depuis leur sommet de jeudi dernier. Dans le détail, en moins de 3 séances, l'or vacille de 20%, passant de 5 600 à 4 400 $, et l'argent de son côté plonge de 40% depuis jeudi. Aujourd'hui, les métaux restent encore extrêmement volatiles. Il a gagné 2% avant de se retourner au cours de la séance. L'argent, de son côté, a rebondi de plus de 6%, au-delà de 80 $ avant de perdre l'ensemble de ses gains dans l'après-midi et de repasser autour de 75 $. Selon les données de Bloomberg, la volatilité de l'or sur 30 jours dépasse 40%. C'est supérieur au Bitcoin et c'est un pic historique depuis la crise financière de 2008. Justement, qu'en est-il de l'or digital, du Bitcoin dans tout ça, Pauline ? Le Bitcoin poursuit également son repli ce matin. Il est même retombé sous le seuil de 75 000 $ avant de remonter légèrement au cours de la séance. Cela porte la chute du Bitcoin à environ 40% depuis son sommet d'octobre dernier à 125 000 $. Bon, et puis sur les autres grands marchés, les marchés actions notamment, ce qui frappe évidemment, c'est la résilience des grands indices actions qui débutent plutôt bien la semaine. Oui, en Europe, les indices sont dans le vert. Le Stoxx 600 avance d'environ 0,7%. Le CAC 40 grimpe de près de 1% après avoir démarré la séance en repli. L'indice parisien est sur le seuil de 8200 points. Aux États-Unis, les indices ont ouvert en hausse modérée. En Asie, les grands marchés ont violemment décroché. La Corée a enregistré un plongeon
plongeon de plus de 5% par exemple. Le Hang Seng et le CSI 300 ont clôturé en repli de plus de 2%. Qu'en est-il des équilibres observés sur les marchés obligataires, Pauline ? Le rendement américain à 10 ans est stable aujourd'hui autour de 4,25%. En Europe, le rendement allemand de même échéance est stable également autour de 2,85%. Au Japon, la partie super longue de la courbe se tend à nouveau avec un 40 ans autour de 3,95%. Quelques enquêtes de conjoncture avec les PMI définitifs en Europe et l'ISM manufacturier aux États-Unis. Oui, en France, par exemple, l'activité manufacturière est en zone d'expansion pour le deuxième mois consécutif, avec un PMI à 51,2, c'est supérieur aux attentes. Et aux États-Unis, on a regardé la publication de l'ISM manufacturier qui s'établit à 52,6 en janvier, c'est nettement supérieur aux attentes et au mois précédent. Quelques publications d'entreprises aujourd'hui, le marché regarde notamment les comptes de Disney. Oui, le chiffre d'affaires et le bénéfice de Walt Disney sont supérieurs aux attentes pour le premier trimestre fiscal. Des bons résultats obtenus notamment grâce au parc à thème et à la sortie de Zootopia 2 et d'Avatar. Le titre perd malgré tout 7% à l'ouverture en raison de perspectives mitigées. Et puis dans les situations spéciales, Eramet se sépare de son directeur général. Oui, le conseil d'administration du groupe minier a annoncé mettre un terme au mandat de son directeur général hier soir en raison de divergences avec ce dernier sur les modes de fonctionnement. Il était arrivé à la tête de l'entreprise il y a seulement 9 mois. Le titre décroche de 10%. Quel sera le programme de demain à l'agenda sur les marchés pour les investisseurs, Pauline ? Demain, on regardera l'inflation française du mois de janvier. Côté micro, les investisseurs arbitreront les résultats de Palantir publiés ce soir après la clôture des marchés. Demain, on attend ceux de AMD, PepsiCo, Pfizer ou encore Publicis en France. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Ezez est avec nous, expert indépendant en macroéconomie et en marché financier. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Pierre-Olivier Béfi nous accompagne, chef économiste et gérant chez Boussard et Gavaudan. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Grégoire. Et Alexandre Baradez est également avec nous en plateau, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Comment vont les marchés globaux, Alexandre, au lendemain de ce krach des métaux, alors qu'il y a un événement, alors je ne sais combien d'écart type, autrement dit un événement qui n'avait quasiment aucune chance de se réaliser, en tout cas dans cette ampleur, un krach de 40% sur l'argent, de 20% sur l'or. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation un peu globale là en ce début de semaine ? C'est quand même assez compartimenté parce que si on regarde par exemple les taux américains, même depuis la fin de semaine dernière, même depuis 10 jours, le 10 ans américain, il est entre 4,20 et 4,30, donc c'est un non-événement qui réagit à peu de data, il réagit à peu d'éléments comme la nomination de Kevin Warsh, donc sur les taux il ne se passe pas grand-chose. Le dollar s'est un peu renforcé, mais pas de quoi justifier les mouvements exceptionnels qu'on a eu sur les métaux, par exemple. Mais par contre, effectivement, les compartiments, le premier d'entre eux qui avait commencé à dégonfler sur les cryptos, le Bitcoin notamment, mais encore... Octobre, hein, c'est ça ? Voilà, ça avait démarré, ce qui est marrant, ça avait démarré quand Trump avait annoncé le droit de douane sur la Chine à l'époque, 100% à nouveau. Ça avait lancé le mouvement, et un mouvement qui ne s'est pas terminé depuis. Donc on a encore eu des mouvements sur les cryptos, 50% de baisse en moyenne pour les 10 premières cryptos. Et effectivement, l'événement des derniers jours, c'est l'or et l'argent qui faisaient partie, comme les cryptos, il y a encore quelques mois, des most crowded trades, des trades les plus populaires. On le voit même chez nous, en tant que broker, dans le top 5 des actifs les plus tradés. C'est la même foule, celle qui avait délaissé les cryptos, voyant que la dynamique était moins favorable, c'est cette même foule, en partie en tout cas, qui s'est déplacée sur ces actifs or et argent. En tout cas, c'est les mêmes comportements en termes d'accumulation, en termes d'amplitude de mouvement et d'utilisation des leviers également. C'est-à-dire qu'on voit que c'est quand même des caractéristiques communes au marché crypto et aux commodities, sachant que sur les métaux, ça a été une espèce de fourre-tout quand même, les métaux. C'est-à-dire que l'or, au début, en 2021-22... Ça sert à tout. D'abord géopolitique, oui. Ensuite stratégie de couverture contre l'affaiblissement du dollar, puis après on parie sur les métaux parce qu'on pense que la Maison-Blanche, qui fait tellement de pression sur la Fed, qu'elle va baisser les taux. Et puis voilà, on peut citer ça comme... On parle aussi de l'or comme couverture contre le risque action. Finalement, certains disaient, est-ce que le VIX a encore acheté ? Peut-être que c'est l'or maintenant. C'était devenu un thème d'investissement. C'est-à-dire d'un actif refuge de couverture, un anxiolytique traditionnel, on en a fait un thème d'investissement pour de multiples raisons. Voilà, complètement. Et du coup, là, c'est vrai que ce qu'on a observé, alors, je veux dire, il n'y a pas d'arrogance là-dedans, mais de dire quand un marché évolue de manière verticale, on sait comment ça se termine. On avait un cas similaire sur le nickel, il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, avec des mouvements complètement hors normes et complètement décollés de toute
offre, demande ou autre, et ça s'est terminé de la même manière, ça a des grandes mèches et qui se termine extrêmement violemment, donc ça s'observe sur plusieurs marchés. Donc les initiés se doutaient bien qu'après des mouvements de plusieurs dizaines de pourcents, plusieurs centaines de pourcents quelques années, ce genre de journée pouvait arriver. Mais c'est vrai que on se pose la question en top de l'analyse, est-ce qu'on dégonfle toutes les poches les unes après les autres, les cryptos d'abord, de manière un peu ordonnée, enfin plus ou moins ordonnée en tout cas. Et est-ce que finalement la partie action, qui reste très préservée jusqu'à présent, sera la prochaine? Concrètement là, sur l'or et l'argent, le nettoyage en règle a eu lieu. On peut retravailler ces actifs de manière un peu plus saine, où on est dans l'œil du cyclone avec le risque principal d'une nouvelle jambe de baisse, Alexandre. Si on regarde le thème commodities au sens large, c'est-à-dire vous prenez un indice comme le Bloomberg Commodity Index, donc qui un tiers, c'est-à-dire énergie, métaux et agriculture, quand vous regardez l'allure globale graphique à long terme, c'est plutôt un redémarrage de cycle. On a 2-3 ans de bottom et ça repart. Donc les commos sont plutôt un thème, je trouve, à travailler toujours dans les portefeuilles, même à horizon 1 ou 2 ans, pas forcément 5 ou 10 ans. Donc je vois pas de raison de sortir des commodities. Mais par contre, c'est celles-ci qui ont spécifiquement grimpé très violemment. Il faut quand même rappeler pour les novices qui pensent que ce genre d'actif peut faire plus 50, baisser de 20 et reprendre 50 derrière, que si vous essayez de timer le marché, vous rentrez au mauvais moment, ces actifs sur lesquels il n'y a pas de coupon, il n'y a pas donc de dividendes, ça ne rapporte pas d'argent quand vous détenez, et on a connu des cycles par le passé de plusieurs décennies, je dis bien décennies, parfois plus de 20 ans, avant qu'on ne batte de nouveaux records sur l'or ou sur l'argent. Donc c'est ça qui est très dur en ce moment, c'est de considérer que oui, à long terme, on peut toujours dire, pour botter en touche, oui, il faut toujours être long sur les commodities et les métaux, mais sur ces deux spécifiques, il y a le risque que, effectivement, un V-shape, un rebond V-shape, comme on peut le voir sur d'autres actifs. Oui, et je prends juste un exemple et je m'arrête là. Après le dernier cycle qui était passé de 2001 à 2011 sur l'or a fait x8, donc x8 sur 10 en termes de cours. La correction qui avait suivi, c'était 42%, mais qui s'est étalé c'était moins violent que ça, c'était 42% étalé de 2011 jusqu'à 2015 à peu près. Oui. Et ensuite le bottom s'était formé et le nouveau. C'est un bear market, c'est pas un crack. Voilà. Donc, mais ça veut dire qu'on peut faire x8, baisser de 40% et rester plusieurs années avant de remarquer un top derrière. Bon, Pierre-Olivier, analyse de cette séquence de marché du point de vue des paramètres de marché. Et puis, on cherche une explication. Alors, est-ce qu'il y a des explications satisfaisantes? Est-ce que c'est un simple phénomène de marché? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres ingrédients qui sont venus créer cet événement de crack sur l'or et l'argent? Moi, je pense qu'il y a un élément assez technique. Après, on va trouver beaucoup de justifications a posteriori avec des narratifs pour expliquer les choses. Mais historiquement, le marché de l'or, quand la vol commence à monter trop haut, ça devient très compliqué. On se retrouve soit avec des régulateurs qui montent les appels de marge, soit aussi le fait que les positions deviennent de plus en plus difficiles à tenir. Donc, on est obligé de couper à un moment une partie de notre exposition, même si le Parce métal... que trop de volatilité, ça rajoute de la volatilité au budget de volatilité d'un gérant, d'un fonds, et c'est pas pour ça qu'on achète de l'or généralement. Exactement. Et par exemple, octobre dernier, c'est exactement ce qui s'est passé dans une moindre échelle. En octobre, on avait la volatilité qui montait trop fort, le marché montait trop vite, et puis à un moment, on va trouver un prétexte, mais on commence à avoir les premières ventes un peu significatives, et là, quand on commence à avoir l'effet domino dans l'autre sens, on s'aperçoit que les appels de marge commencent, etc., que ça devient très compliqué. Voilà. Donc moi, je pense que c'est un peu un épisode comme ça qu'on a vécu. Est-ce que le rationnel change? À mon avis, l'or, il monte de toute façon depuis 2017 à cause des banques centrales. On ne voit pas les banques centrales ralentir, mais elles ont l'air assez insensibles au prix. Voilà. Ce qui était un peu bizarre, c'était que depuis novembre, on a beaucoup d'investisseurs qui sont mis sur les... Donc c'est ça qui a créé l'accélération très forte. Donc là, en effet, on peut dire que les investisseurs ne sont pas forcément là pour rester, en tout cas une partie. Voilà. Et qui sont peut-être sans doute un peu brûlés les doigts. Après, moi, je regardais les entrées d'ETF, y compris vendredi quand même, après le sell-off, elles restaient positives au niveau mondial. Sur l'or. Voilà. Sur l'argent, elle était négative. Il y avait encore de la collecte positive sur des instruments passifs liés à l'or. Donc, ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté les dips à 4008. Voilà. Donc, alors, on verra ce qui se passe sur les données d'aujourd'hui, etc. Mais moi, je pense qu'en tout cas, les conclusions qu'on peut en tirer, c'est que, c'est sans doute un thème qui est beaucoup plus mature. Enfin, quand on parlait de l'or il y a 3-4 ans, c'était un nouveau thème, etc. Aujourd'hui, comme l'a bien dit Alexandre, c'est un peu de partout. Voilà. Donc, est-ce que c'est la fin après? Moi, d'un point de vue technique, ce que je regarderais, c'est que j'aimerais que pour voir ce qui se passe dans les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire si dans les 2 prochaines semaines, on a quelque chose qui a tendance à se stabiliser, en fait, je pense que c'est assez positif
et on va repartir à la hausse. S'il n'y a pas de par deuxième contre- jambe de baisse, quoi. Oui. Non, même au contraire, s'il n'y a pas un rebond assez brutal de l'or. Oui, d'accord. Si on a un rebond brutal de l'or, je pense qu'il faut le vendre. D'accord. Parce que Ok. là, ça veut dire que... c'est la spéculation qui revient. Exactement. Et il faut aussi, si on est dans le schéma de se dire que la vol est un problème, il faut aussi que la volatilité baisse. Yes. À combien on est prêt à acheter l'or aujourd'hui en termes de volatilité? Sans doute à 20 et en dessous, on se dit, bon, bah oui, c'est correct. À 40, on peut plus, personne ne peut aller acheter des... Et puis, par exemple, simplement en option. Si vous voulez vous couvrir, ça vous coûte extrêmement cher. Bien sûr. Et celui qui veut spéculer, qui a l'habitude d'acheter des options, enfin, quand il voit le prix des options, il se dit, mais j'achète quoi là? Dans les 2 prochaines semaines, il faut que j'ai un move gigantesque. Hein. Voilà. Donc après, moi, je pense que les thématiques restent là du côté des banques mais centrales. intéressant. Si on a un phénomène de stabilisation, c'est le scénario le plus positif, en fait, pour la suite, pour l'or. Ouais, tout à De fait. ne pas avoir de rebond trop violent tout de suite. Oui. Après, on a 4 épisodes depuis, grosso modo, les années 60, où on a une telle correction. Et il y en a une, 78, où l'or a fait x3 derrière, donc ça a été très violent. Donc une baisse Sinon- de plus de 20% sur l'or Voilà. Et dans il y a- les années 70, suivi d'un rebond Voilà. x4. Voilà, il y a 80, mais là, c'est plutôt le contraire, c'est le top du marché. Donc là, c'est parti dans l'autre sens. Ouais. Et on a 3 autres épisodes qui ont été en fait plutôt des continuations de bull market, mais où on a mis quand même quasiment 1 an à retrouver le top précédent. Ça veut dire là qu'on se retrouverait en fin d'année Ouais. à 5600. Voilà. Donc c'est un peu les 3 configurations de marché qu'on voit. Alors évidemment, sur 5 épisodes, 5 occurrences, On ouais, peut c'est pas faire la c'est loi du grand énorme. nombre, hein. Ouais, parce que je me disais, moi, il n'y a pas tant de cracks de l'or dans l'histoire. Il y a plein d'actifs qui peuvent craquer. L'or, comme le disait Alexandre, ça peut perdre 40%, mais étalé sur plusieurs années, des mouvements violents comme ça. Alors si on a toujours des phénomènes de liquidation type Covid, où il faut absolument trouver du cash tout de suite, donc on liquide tout ce qu'on a en stock et jusqu'à liquider les valeurs refuges comme l'or. Mais c'est pas des phénomènes qui durent. Mais en fait, il y a quand même quelques épisodes de crack, quoi. voilà, Mais- après, il n'y en a pas de beaucoup, mais ça baisse, donne une idée ouais. possible. Après, là aussi, le deuxième point que je trouve rassurant, plus pour l'or que sur l'argent, parce que je pense que l'argent, comme on en discutait en off, il y a quand même des sorties d'ETF déjà depuis le début d'année. Hein. Tous les jours, il y avait des sorties d'ETF. Donc, la montée se faisait Dans le vide. essentiellement avec les options, surtout Ouais. l'optionnalité, etc. Donc ça veut dire que ça a été un marché plus spéculatif, on va dire comme ça. Mais le point qui est quand même important à avoir en tête, c'est que quand on regarde le point mort d'entrée des investisseurs Sur l'or, sur l'or, Ouais. il est plutôt en novembre. Hein. et on ça était à veut dire- combien Et on est bien dessus. Alors, je sais pas en novembre à combien on était, mais on a commencé l'année à 4003, on est encore au-dessus de 4003. Hein. Donc on est sans doute, on n'a pas atteint le point Non, c'est ça. où les Le gens point de se douleur, sont dit aujourd'hui, massif, quoi. j'ai Ouais, perdu. je comprends. Bon, ils ont Ouais, sans doute de la peur, mais Il y a encore une majorité de gens qui sont gagnants sur l'or. exactement. Ouais. Voilà. Alors c'est un peu moins le cas sur l'argent depuis le début de l'année. par Ouais, exemple, parce que Là, c'est négatif. Alexandre, on fait le tour de la question. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus et jusqu'où nous emmène Finalement, l'analyse, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Déjà, effectivement, la baisse de l'or, c'est venu en partie du régulateur. C'est vrai que et de l'argent, enfin, via l'argent, mais effectivement toutes les commodities. Et ce qu'on disait, c'est que en fait, il y a les matières premières. Il y a un moment, l'or est un peu particulier, mais ça agit sur l'économie réelle et toute l'industrie. Donc, il fallait arrêter ce mouvement spéculatif sur les commodities, et ça passait évidemment par l'argent. Ce qui est intéressant sur l'or, c'est que à la fois les investisseurs le prennent comme actif de couverture, mais en fait, c'est un actif de couverture long terme. On voit bien que la corrélation entre l'or et les marchés, elle était assez forte. Bah oui. Donc, beaucoup d'investisseurs achetaient des actions, achetaient de l'or en même temps en C'est disant ça. ça va couvrir. Mais Non. les deux montaient en même temps. C'est ça. Mais en fait, quand il y a une correction, effectivement, les deux partent dans le même sens. Donc en fait, l'or ne doit pas être vu comme un actif de couverture, sauf contre un choc géopolitique, comme effectivement l'invasion de l'Ukraine ou quelque chose comme ça, mais n'est pas un actif de couverture à court terme, mais effectivement des positions qui doivent être prises sur le long terme. On a eu quand même des bear markets sur l'or de manière assez forte, hein. Donc c'est construire les positions, avoir effectivement, on voit chez les institutionnels encore qu'il y a, en tout cas en France, il y a l'or C'est en retard. Moi, c'est ce que j'entends tout les le temps. institutionnels sont très en retard C'est ce que dans j'entends tout le temps. la globalisation de leur portefeuille, en tout cas sur la partie de l'or. Et donc, c'est une occasion potentiellement de revenir peu à peu sur cet actif-là. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait que les prochaines semaines vont être très intéressantes parce qu'il ne faut pas qu'il y ait encore un V où là, ça retourne comme un actif spéculatif. L'or et l'argent, où là, il faut qu'il y ait une phase de stabilisation. Et c'est plutôt, pour moi, en tout cas, une bonne chose que les spéculateurs, en tout cas, qui ont participé à cette montée, en fait, d'une certaine manière, sortent du game et on revienne potentiellement sur un marché un peu plus sain. Avec
alors, quels sont les arguments qui persistent dans le temps, les arguments en faveur de l'or et du thème d'investissement or, malgré la déroute et la volatilité extraordinaire du moment, qu'est-ce qui fait qu'on peut rester constructif à long terme sur un actif comme l'or aujourd'hui, Alexandre? Déjà, vous avez un acheteur naturel qui est très important, ce sont les banques centrales qui continuent à long terme d'acheter de l'or vis-à-vis du dollar, de la dédollarisation, mais aussi de la perte de valeur. Et il y a encore de la place dans ce chiffre des réserves des banques centrales. Enfin, elles ne sont pas au max de ce qu'elles peuvent détenir comme or. Pierre-Olivier, je me tourne vers vous, mais elles ont encore de la place pour acheter de l'or et modifier leur système de réserve. Oui, au rythme où elles achètent, il y a plusieurs études qui disent que les banques centrales des pays émergents mettront, par exemple la Chine, mettront encore 5 ou 6 ans avant d'avoir les niveaux... C'était pour avoir en tonnage, hein, parce oui, qu'en valeur, ça peut aller plus vite ou moins vite, j'en sais rien, mais il y a encore pour avoir l'idée et l'horizon. Il y a encore de la place dans les pays émergents, et puis le World Gold Council a sorti un dernier papier. Il y a une demande qui reste extrêmement forte. On est encore sur des records en 2025 de demande d'or. Alors, la seule chose, c'est que c'est vrai qu'en l'espace de 10, 15, 20 ans, l'or s'est financiarisé de manière assez importante aussi. Donc ça, forcément, ça ajoute de la volatilité. Et dans les budgets de risque des portefeuilles, on vient d'en parler, et ça peut poser un vrai sujet. Mais en tout cas, il y a cette demande qui continue et qui va certainement continuer. Il n'y a pas d'actif alternatif à l'or. Enfin, quel est l'actif alternatif à l'or ? Dans une finalité de protection contre la géopolitique. Il n'y a pas mieux que l'or, quoi. Il n'y a pas mieux que l'or, en tout cas. Alors, effectivement, ça rapporte pas il n'y a pas de dividendes, il n'y a pas de coupons, il n'y a pas ce qu'on veut, mais en tout cas, ça permet. Alors, on peut prêter l'or quand même, ça permet quand même de se rémunérer. Oui. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'actifs, en tout cas pour les grands institutionnels et les banques centrales, pour concurrencer un dollar. Ouais. La distinction entre l'or et l'argent, enfin, elle est de quelle nature? Alors, vous disiez l'argent continue de monter contrairement à l'or avec des décollectes, des sorties sur les ETF liés à l'argent. C'est un premier point, mais en termes de thèmes d'investissement, il y a des distinctions à faire entre l'or et l'argent. Oui, parce qu'on voyait aussi que c'est toujours pareil. L'or n'est pas vraiment, enfin, ça peut être utilisé à la marge, mais c'est pas utilisé dans l'économie réelle, ce qui n'est pas le cas de l'argent. Et quand on a une entreprise, qu'on commence à voir les prix de l'argent monter aussi vite, qu'est-ce qu'on fait? On sécurise ses achats. Donc, sécuriser ses achats, ça veut dire qu'on achète plusieurs fois ce dont on a besoin. Et donc, ça crée aussi artificiellement de la demande. Voilà. Donc, on avait à la fois un aspect où sur la spéculation, c'était essentiellement surtout en Asie, des achats via option, et du côté des entreprises, un peu plus de carnet de commandes un peu gonflé sur cette matière première. Donc, après, c'est vrai que l'année dernière, l'argent était très en retard. Moi, je l'avais coupé, je me rappelle. Effectivement. Donc après, je n'ai pas essayé de reprendre. Aujourd'hui, si on regarde où on est sur le ratio argent par rapport à l'or, il a l'année à plus 170%. Voilà. C'est ça. Mais on est revenu sur un milieu de range, je dirais, des 2 dernières années. Donc il est ni pas cher ni cher aujourd'hui. Donc c'est un peu plus compliqué de mettre un prix sur l'or. Mais il y a aussi palladium, platinium, tout ça était assez bien corrélé. Et si je peux me permettre juste une petite remarque, je pense qu'un point qui a été dit juste avant par Alexandre qui me semble aussi très important, c'est que l'or, ça reste un actif d'investissement, c'est pas un actif de hedging. Et ça, c'est très important. Ça veut dire aussi que quand, par exemple, vous avez une grande crise, admettons qu'on ait de l'inflation, beaucoup d'inflation, et les gens disent « Ah, bah là, il faut avoir de l'or ». Bah non, c'est le moment où il ne faut plus avoir d'or, parce que quand on a l'inflation, on veut restaurer son pouvoir d'achat, et donc on vend l'or. Parce que l'or, on l'a accumulé pour ça. On l'a accumulé pour se protéger du choc. Donc, c'est au moment où l'inflation arrive qu'on vend l'or. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que l'or baisse. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que d'un point de vue fondamental, on n'est pas encore au point où on va voir les catalyseurs qui seront un peu les vraies raisons pour lesquelles on a de l'or, pour se dire c'est le moment de m'en débarrasser parce que c'est le moment pour lequel j'ai besoin de restaurer mon pouvoir d'achat, alors qu'on a une accélération cyclique de partout. Donc ça peut encore monter. Moi, c'est un peu mon idée pour l'instant, en tout cas, que c'est pas le grand moment où l'or s'effondre. Je dis pas que ça va monter aussi vite que ce qui s'est passé au mois de janvier, mais je me dis, voilà, ça peut stabiliser. Puis on peut encore rester, je dirais, plutôt positif sur la matière première pour l'instant. Il y a juste un dernier point sur les origines, effectivement, de ce mini-crack sur l'or, mais surtout sur l'argent et d'autres matières premières. Ça vient du régulateur chinois. Oui. Et enfin, moi, j'ai la conviction que la peur, en tout cas, de la Chine, c'est les éclatements de bulles.
C'est-à-dire que on a vu ça 2 fois sur les marchés actions et ça a eu des répercussions sur l'économie réelle. On a vu ça sur le marché immobilier Big time, oui. 2 fois et là ils ont du mal à s'en sortir. Et en fait dès qu'ils voient, dès que le régulateur ou les autorités chinoises voient une bulle, Je préfère couper la bulle avant qu'elle gonfle trop. Quoi. Exactement, c'est ma conviction et je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle à un moment les autorités chinoises ont dit stop parce que c'est par peur effectivement de retomber dans les méandres de ce qu'ils ont déjà vécu 2 fois 2000. C'est une opération stabilité financière de la part du régulateur chinois. On rase les spéculateurs pour dire attends, bon, il faut que ça monte. On l'a vu un moment sur les marchés actions effectivement, et il faut que ça s'arrête avant que ça impacte directement l'économie réelle. Exactement. Pour moi, c'est une des raisons essentielles du catalyseur. Mais ça, c'est vrai que heureusement, pour l'étendre du coup sur la partie un peu marché globaux, c'est-à-dire que les investisseurs américains, par exemple, ou ailleurs, qui ont un patrimoine financier composé d'abord de crypto, puis d'actifs, ils ont joué l'or et l'argent, puis d'actions. On peut aussi le voir de la manière suivante, où quand les gros paris se débouquent très violemment et du coup qu'on perd de l'argent dessus, qu'on va rester sur les cryptos. Je pense que Bitcoin, certains sont restés collés pensant que ça allait repartir plus vite que ça, et c'est pas le cas. Puis ensuite, la seconde poche de perf, les métaux qui tombent. Est-ce que la confiance n'est pas un peu ébranlée sur ce qui reste? Et on se dit, bon, est-ce que je vais préserver... Ce qui reste, en l'occurrence, les actions, là, ça se passe bien. Oui, justement, dans un contexte de déroute totale de ces actifs-là, même vendredi, il n'y a pas eu de crack action. Mais ce que disait Alexandre sur l'aspect, effectivement, en Chine et effet de levier, si vous regardez donc, les données de la FINRA donc aux États-Unis, qui est un des régulateurs américains sur la partie action, les données montrent que le recours à l'effet de levier sur les marchés américains progresse très fortement aussi. Ils ont fait une data sur les 8 derniers mois, on progresse de 40 à 50% sur l'utilisation des effets de levier. Une telle progression en 8 mois, on les note la dernière fois post-Covid, sur l'ordre de la bulle. Avant ça, pré-bulle des subprimes, et encore avant cela, avant la bulle Internet. Donc ça ne veut pas dire qu'on aura les mêmes conséquences, mais la vitesse de progression de l'utilisation de la marge sur les actions, notamment aux États-Unis, c'est au plus haut. Voilà, c'est au plus haut. Et on l'avait aussi noté sur les volumes des ETF à effet de levier. Par exemple, c'est moins en Europe, parce que certains ne sont pas autorisés, mais aux États-Unis, vous avez des ETF qui incluent l'effet de levier. Et les volumes de ces produits-là ont aussi explosé à la hausse. Donc ça soulève quand même la question de l'usage de la marge du levier sur les actions, sur les trades les plus populaires. Et qu'est-ce qui était très populaire? La tech, l'IA, et c'est forcément ce qu'on regarde un petit peu. Point clé, parce que qui achète des actifs risqués depuis, je ne sais pas, en tout cas tout au long de l'année 2025? Alors les entreprises continuent d'acheter leurs actions, ça c'est des acheteurs effectivement récurrents et réguliers, mais l'autre acteur marginal qui de plus en plus fait le marché, c'est le retail, Pierre-Olivier. Oui, alors moi je partage tout à fait l'analyse, je pense que c'est un point de fragilité pour le retail américain notamment. Voilà. Et donc pour le marché dans son ensemble? Et pour le marché dans son ensemble. Moi, la manière dont je le vois, ça ne veut pas dire que le marché, c'est un indicateur de baisse du marché. Quand les leviers montent beaucoup, ils peuvent encore toujours monter plus, et puis des fois on fait plus 50% au milieu, donc faut pas non plus. C'est pas un indicateur de timing. Par contre, moi ce que j'en déduis quand même, c'est que, et moi pour tout vous dire, ce week-end j'avais quand même un peu peur quand j'ai vu les cryptos baisser. Je me dis voilà, est-ce qu'on a la contamination? Je suis arrivé lundi en me disant bon, prêt à tout quoi. On va regarder quand même ce qui se passe sur les actions, etc. Je suis arrivé tôt, je peux vous dire ce matin. Je suis fatigué d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà, finalement ça se passe bien. Donc on se dit voilà, l'épisode a pas l'air systémique, technique pour casser tout l'ensemble des marchés, et ça a l'air contenu sur les matières premières, je dirais au sens large quand même, parce que le cuivre, il y a beaucoup de matières premières. Alors le pétrole baisse aussi. Alors le pétrole vit sa vie de manière un peu distincte du compartiment des métaux. Là, c'est visiblement l'idée d'une désescalade avec l'Iran qui fait rebaisser un peu le pétrole. Mais c'est vrai que du coup tout baisse en même temps. Après il y a le dollar, il y a on peut trouver plein d'explicatifs, mais bon, c'est resté contenu sur les métaux. Et moi je pense quand même que le risque maintenant, si on a de plus en plus, et là je partage l'analyse qui vient d'être faite, si on a de plus en plus de peur face à de gros mouvements, suivant les classes actives, ça ne sera pas toujours la même. L'or a déjà fait un bon retracement, on peut peut-être continuer, mais si ça se calme, voilà, le mystique retourne. Et donc je me dis quand même le risque, c'est plutôt un indicateur que si on a une correction action, elle va être plus violente à mon avis que ce que les gens ont en tête. Voilà. Et ça c'est important. Et ils ont quoi en tête les gens? Pardon? Ils ont, pour l'instant, en tête les gens. Je pense que le consensus est assez optimiste. Pour l'instant, il n'y a pas. Alors, donc à part une correction de 5-10%, on n'attend rien d'autre des actions cette année, quoi. Sachant que les mid-term, généralement, on a toujours statistiquement, on a toujours une correction de 20%. Donc c'est quand même une. Dans les années de mi-mandat? Eh oui. Après l'élection? Avant l'élection. Avant l'élection de mi-mandat, on a toujours 20% dans l'année. Alors, ça ne veut pas dire que l'année est négative. Des drawdowns. Oui, ça ne veut pas dire que l'année finit à moins 1%. Enfin, on a compris. Non, mais le propos était très clair. Mais ça veut dire que dans l'année, on a une grosse correction. D'accord, ok. C'est pas une année lisse. Et je trouve que d'ailleurs, que le début d'année, juste pour finir peut-être, mais le début d'année, on a eu l'effet janvier jusqu'à mi-janvier.
tout le monde revient, on remet un peu d'action. Là, on voit que ça se calme. On voit que c'est pas non plus un départ fantastique comme année 2026. C'est pas non plus. Les gens sont positifs, mais on arrive avec beaucoup d'exigences sur pas mal de critères. Oui. On voit aussi Alexandre. les réactions aux résultats des entreprises. Même si les résultats sont bons, alors on peut voir les perspectives de manière assez médiocre, mais beaucoup. Jeudi, c'est moins 12 pour Microsoft, quoi. C'est bien. Les entreprises sont quand même bien sanctionnées. Donc à chaque fois, on vend à la nouvelle. Mais je suis complètement d'accord pour dire que le marché il est un peu plus fragile en tout cas, et que ce qu'on a eu sur l'or, sur les actions, s'il y avait un catalyseur ou n'importe quoi qui ferait baisser de 5% les actions, on risquerait d'aller beaucoup plus loin avec des coupes de position. Mais c'est vrai que les actions sont plutôt calmes. Le retail américain qui a beaucoup acheté, alors sur les mêmes thématiques, en fait, on est sur... et puis, il n'y a pas que sur le marché action, on peut parler de la Corée aussi. Enfin, il y a quand même tous les marchés risk-on liés à l'intelligence artificielle, aux semi-conducteurs, qui avaient fortement monté. La Corée était à des niveaux extrêmement importants. Ils ont tous corrigé de la même manière. Donc en fait, tout ce qui était consensuel et spéculatif à la hausse a corrigé les matières premières, effectivement, des marchés comme celui de la... Kospi, c'est moins 5% ce matin, effectivement. Exactement. Violent, Donc on voit quand même... des marchés un peu plus matures quand même, l'Europe et les États-Unis qui finalement ne réagissent pas tellement. En tout cas, il y a une belle dispersion à l'intérieur des indices et des marchés un peu plus spéculatifs où ça joue sur quelques valeurs. Puis là, on voit des valeurs. Alors il y a quand même une petite rotation aujourd'hui. C'est une Danone qui prend 4%, quoi. Voilà. On retrouve la solidité quand même des valeurs défensives, tranquilles, un peu boring. Voilà, ça sert quand même un peu de refuge aujourd'hui. Même pour poursuivre Alexandre, c'est vrai que on est à la mi-saison, enfin mi-parcours des 7 magnifiques. On a eu 4 sur 7 qui ont publié cette semaine, donc on a Amazon et Alphabet, et puis 25 février c'est Nvidia. Alors, on a l'impression que le marché attend la fin de la saison. C'est vraiment une saison de presse de sport. Donc les 4 premiers, c'est vrai que c'est très disparate. C'est vrai que Microsoft ça a été le trou d'air, Apple non c'est Meta pardon, Meta, très belle. Elle s'est surtout à front renversé du quarter précédent. Oui. Et ce qui est assez, excusez Alexandre, moi je pense que c'est là-dessus qu'il y a des, on voit bien parce que Microsoft en tant que tel n'était pas hyper cher, c'était pas des multiples à 100 fois les bénéfices comme on peut avoir des valeurs de la tech IA C'est 25 fois, oui. C'était à 30 fois les bénéfices tout juste. C'est parce que c'est le micro grain de sable. On était plus, je crois, sur Azure à 40% de croissance, on est à 39 ou 38. Mon Dieu, on perd 12%. Et c'est ça qui montre que le marché est quand même un peu chauffé à blanc sur certaines valeurs, alors que c'est pas forcément celles sur lesquelles on aurait parié cette surchauffe. Moi, j'aurais pu vu un Palantir faire ça, ou voilà des valeurs en Broadcom, autres encore à au moins 200 ou 300 fois les bénéfices. Donc c'est surprenant d'avoir vu Microsoft faire ça. Et si on regarde le bloc des 7 magnifiques, sous forme d'indice, il n'a pas marqué de nouveau record comme le Nasdaq depuis octobre. Alors que les small ont battu des records. Il y a quand même la rotation qui est à l'œuvre entre small et mid, entre large et small, pardon, et aussi ce que j'avais dit un petit peu entre la large cap tech et un peu de cyclique ou défensive. Mais la question des 7 magnifiques, elle se pose quand même, parce que c'est un bloc qui a énormément rebondi depuis avril dernier, et là, ça fait 3 mois qu'on est vraiment dans un range. Et malgré les bonnes perfs des Alphabet qui est sur des records ou autres, on reste dans un range. Plus on reste, moi, je pense pas qu'on aura un plateau plus ça. Je pense que c'est un peu de distribution, avant ça, puis ça. Et donc, j'attends de voir ce qui peut faire ça avant ça. Et Nvidia peut-être, ou Alphabet. Mais pour ceux qui écoutent en podcast, non mais avant, qu'est-ce qui peut nous faire sortir par le bas du range pour ensuite réintégrer et repartir. D'accord. Vous disiez, Alexandre Ezès, dans nos petites discussions avant l'émission, d'ailleurs, il faut arrêter de considérer les 7 magnifiques comme un bloc homogène. Je ne sais pas combien de temps on a mis pour se défaire de l'acronyme des BRICS, qu'on utilise d'ailleurs un peu encore de temps en temps. Mais on a quand même compris qu'il y avait des considérations et des caractéristiques un peu distinctes au sein de ce groupe de pays dits émergents. Et c'est pareil pour les 7 magnifiques. Oui, alors les acronymes, c'est vrai que c'était un thème à part entière chez les clients, les 7 magnifiques. En fait, ce thème a plus vraiment lieu d'être. En tout cas, les sociétés sont tellement disparates, que ce soit en termes de résultats, mais même d'activité, qu'en fait, elles ne peuvent plus être prises comme un groupe homogène. Comme un groupe homogène. Alors les BRICS, effectivement, on l'utilise encore, mais on voit que ça c'est quand même des suites globales maintenant. C'est comme ça. Ouais, étendu, mais à mon avis, on en parlait tout à l'heure, c'est la fin de cet acronyme, à mon avis. Qui est déjà... Surtout dans les 7 mercenaires, il ne reste plus qu'un à la fin. Donc bon, faut ça, non plus... Oui, c'est dès le départ, je crois que vous nous aviez raconté cette histoire, effectivement. C'était vous, je crois, Pierre-Olivier. Oui, je me souviens. Je radote, moi. J'étais allé vérifier dans le film. Non, mais c'était une anecdote géniale. Ils meurent quasiment tous à la fin, les 7 mercenaires. Qui est Kevin Walsh ? Enfin, qui est Kevin Walsh ?
en 2026. Parce qu'on a tous lu beaucoup de choses sur Kevin Warsh, y compris ce qu'il avait écrit en fin d'année dernière encore pour défendre sa vision de la politique monétaire et de ce que devait être une institution comme la Réserve fédérale américaine. On a un Kevin Warsh qui a été gouverneur 2006-2011 et on a un Kevin Warsh futur, sans doute probable, président de la Fed en 2026. Ouais. Écoutez, je suis allé voir son psychologue. Non, c'est une blague. Non, mais on va vite, comme tout le monde, tenter de cicatriser Kevin Warsh, quoi, comme on le fait avec tous les dirigeants aujourd'hui. Plus sérieusement, j'ai très peu d'idées. Moi, ce que je comprends de la séquence, je pense que le marché a un peu peur parce qu'il avait une réputation un peu au quiche pendant une partie de sa carrière. Donc, ils se disent... Et il est venu beaucoup en disant, moi, j'ai un trade-off à faire, je veux bien couper les taux, mais je suis là plutôt pour réduire le bilan de la Fed. Ouais. Voilà. Donc, je pense que le marché est pas à l'aise avec ça pour deux raisons. Le premier, c'est que du coup, par rapport à des candidats qui allaient peut-être raconter qu'ils allaient baisser de 300 points de base les taux dans l'année, bon, lui, fait un peu moins candidat. De baisse de taux, quoi. Voilà, au départ, il fait pas forcément très agressif. Et puis, je pense que l'histoire du bilan, c'est quand même aussi un vrai sujet pour les marchés parce que le bilan, ça a été quelque chose qui a beaucoup soutenu la liquidité des marchés en général. Donc ça, c'est aussi un petit sujet de marché. Voilà. Au-delà de ça, sur ces deux points, sur ces deux points. Il fait partie d'un comité de politique monétaire, quand bien même il dirigerait ce FOMC. Les choix de politique monétaire, à savoir le réglage des taux et le réglage de la politique quantitative de bilan, c'est pas lui qui décide tout seul face à 11 autres personnes. Oui, mais après, je suis complètement d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que le marché, à mon avis, il est encore dans une phase où il se dit pour l'instant, c'est juste, on essaye, même pas mal. Voilà, on essaye de, il y a un petit effet, comme il y a un petit effet sur le dollar, mais c'est pas structurel pour l'instant le changement. Non. Voilà. Mais bon, il y aura quand même une fois qu'il sera en place, il y aura des vrais risques à mon avis autour de la gouvernance de la Fed, des équipes qu'il y aura autour. Il y a plein. Là, il a la main là. Voilà. Sur le staff, le board la stratégie de communication. Voilà, qu'est-ce qu'on nomme après pour remplacer ceux qui partent et compagnie. Enfin, tout ça est un point qui peut se préparer politiquement si on a déjà quelqu'un qui est un peu politique. Moi, mon sens, c'est que... Et vous ne partez pas avec un a priori en tête d'un côté ou de l'autre sur Kevin Warsh? Moi, j'aurais tendance à penser que Trump a fait plutôt un bon choix dans le sens où... s'il avait choisi quelqu'un qui était trop à sa botte, ou, il l'est sans doute déjà beaucoup, Kevin Warsh, je ne veux pas dire que... Mais en tout cas, en apparence, en marketing, qui était trop à sa botte... Il a un track record qui lui permet d'afficher une forme de crédibilité, de façade au moins peut-être. Voilà, donc ça rassure sur le dollar. Il y a le duo avec Bessent. On va voir donc du coup Bessent et Warsh, et on va dire ah non, mais le dollar, il n'y a pas de problème. Et peut-être que finalement ils feront beaucoup plus de baisse que ce qu'on attend, etc. Peut-être que sur le QT, il en fera peut-être pas autant. Voilà. Donc moi je vois plutôt le risk-reward comme ça, après avoir repricé un peu plus de hawkishness. Honnêtement, je ne mettrai pas ma main à couper, puis on va être comme Saint-Thomas, on verra en avril. Oui, je crois que c'est difficile de savoir s'il est vraiment hawk, faucon encore aujourd'hui. Il l'a été effectivement pendant son précédent passage à la Fed. Il était très anti-QE au moment quand même où il n'y avait pas trop le choix. On avait un chômage quasiment à 10% aux États-Unis, grande crise financière, etc. Alors il y avait une administration démocrate à l'époque. Est-ce que on s'interroge tous sur est-ce que sa position anti-QE était plus liée au fait que Barack Obama était président à ce moment-là, ou est-ce qu'il y avait un vrai fondamental rationnel à défendre l'idée qu'il fallait pas faire de QE en 2008-2009? Meilleur choix qu'on pouvait attendre. C'est-à-dire que moi, ma crainte, c'est dans Kevin Hassett, évidemment, complètement acquis à Trump, ou alors il y a un profil, donc Christopher Waller, plutôt bien aussi, mais Warsh, effectivement, vous avez dit, c'est un triptyque, la carrière financière, ensuite passage en politique, mandat au sein de la Fed, donc il a goûté tous les aspects, en fait. Gendre d'un des meilleurs amis de Donald Trump, faut le dire aussi. Non, mais ça compte quand même aussi dans le comment dire, le schéma et le mode de fonctionnement de l'administration actuelle aux États-Unis. On sait peut-être encore une fois un ciné-drame sur le Sénat. Avec un profil comme ça, on est quasiment sûr qu'il passera comme lettre à la poste au Sénat. Un Kevin Hassett, pas certain. Oui, c'est vrai. Voilà, donc il y a tous les critères. Non, mais sûr. D'autant qu'il y a un ou deux sénateurs, effectivement, qui estiment que tant que l'affaire de la criminalisation de la Fed et de Jérôme Powell n'est pas résolue, il n'y a aucune raison que le Sénat endosse, quel que soit le nominé, d'ailleurs, proposé par Trump. Alexandre. Mais effectivement, je pense que cette nomination, c'est peut-être un très bon choix qu'a fait Trump. En fait, Trump... La meilleure des options, quoi. Trump, il a peur de rien. Il a peur d'une seule chose, c'est les taux longs. S'il avait mis un banquier central qui voulait baisser les taux de 300 points de base, comme il l'a dit, ou de 200 points de base, comme il l'a dit, mais en fait, les taux longs seraient mis à grimper de manière... On a beau avoir des taux courts à 1, les taux longs seraient montés à 5, 6, 7. Enfin, il n'y aurait plus de limite de la part des investisseurs étrangers. Donc, en fait...
moi, mon analyse, c'est que c'est le meilleur choix depuis le début. Est-ce qu'il est vraiment faucon ? Je ne pense pas. 2006, nommé par Bush, effectivement, changement d'administration. En fait, en 2008-2009, il est avec Bernanke, et c'est à partir de 2011, sur les quantitative easing d'après, qu'il n'est pas d'accord. Et donc, il y a un aspect assez politique. Et puis après, il est devenu conseiller de Donald Trump assez rapidement. Donc, c'est un vrai politique. Je pense qu'il a la confiance pour l'instant des marchés, parce qu'il a ce masque faucon, mais qu'il fera la politique de Trump, mais surtout pour faire baisser les taux longs. Et c'est quand même un équilibre. Baisser les taux courts et réduire le bilan, j'ai du mal à imaginer dans quel monde ça fait baisser les taux longs. Réduire le bilan, mais s'il donne la confiance, notamment sur l'inflation, tout l'enjeu, parce qu'il faut bien comprendre que par rapport. Donc il faut massivement déréguler. Alors là, par exemple, il faut massivement déréguler. Non, mais je veux dire, ça suffit pas. Juste quoi. Il faut massivement déréguler. Et pour la première fois, on parle de l'indépendance de la Banque centrale, mais la Banque centrale, c'est plus le fait que quand vous êtes à 130% du PIB, en fait, monétaire et budgétaire, ça doit être complètement lié. Et je pense qu'il va avoir un discours sur. Mais c'est central dans sa vision de la Fed. Qui va être dans sa vision de la Fed. Donc, il va garder ce semblant d'indépendance sur les taux courts, mais il va travailler directement avec Bessent, effectivement, pour que le Trésor et la Fed agissent de concert. S'il faut réduire effectivement le bilan et donc notamment enlever la Fed de la partie longue de la courbe, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait moins d'offres aussi sur cette partie. Donc ça veut dire une coordination encore plus poussée entre les émissions du Trésor et la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Il l'écrit, hein. Oui, c'est mais central dans sa vision de la Fed. Il faut pas. À mon avis, il faut faire attention. Est-ce qu'on a un quantitative tightening actif, où on vend des actifs, ou est-ce que c'est simplement qu'on remplace pas les actifs qui arrivent à maturité? Et ça, les deux sont même pas les mêmes, c'est pas le même rythme. Donc si on fait par exemple la deuxième option et que les données valident le fait que l'inflation, on a passé le pic des tarifs qui est sans doute sur l'impact, enfin ce qu'on voit c'est plutôt autour du T2, il va arriver, enfin si on voit que l'inflation décélère, le marché sera pas très inquiet et achètera à mon avis la dette américaine. Donc voilà, moi je pense que c'est beaucoup une question de la manière dont ils veulent le faire. Voilà, et il y a beaucoup d'incertitudes. Bon, c'est pour ça que depuis, je me rappelle quand j'étais venu en décembre, le bon point, c'est de dire que le premier trimestre, paradoxalement, c'est là où on a le plus de visibilité. Alors, de temps en temps, on se réveille au bout de 2 jours, on s'aperçoit que la visibilité est un peu moins bonne sur l'or. Chaque lundi est un peu... voilà, mais ça peut être... une fois que le lundi est passé, on retrouve un peu de visibilité. Voilà. Mais d'un point de vue macro, en tout cas, je trouve qu'on a des accélérations cycliques qui sont claires. Ah oui. On a va pas parler de l'Europe, mais oui. Voilà, on a les salaires qui se modèrent un peu de tout. Pour l'instant, le trade-off, l'inflation-croissance, il est bon. Et paradoxalement, on a aussi très peu d'incertitudes monétaires. Parce que là, on est en train de faire des débats sur Kevin Warsh. Les taux, ils bougent plus aux US, ils bougent plus en Europe. Bon, il y a peut-être les RBA qui va les monter, mais à part quelques exceptions, sur les grandes banques centrales, on sait à peu près où on est. Donc le cadre est plutôt assez bon. Moi, je pense qu'à partir d'avril, tout va devenir plus compliqué. D'accord. Donc c'est un équilibre qui peut durer un trimestre. Voilà, moi j'ai un peu peur de la suite du deuxième trimestre, parce qu'on va apprendre à connaître Warsh, mais il va falloir interpréter du second guessing sur tous les communiqués, les speeches, etc. La croissance aura bien accéléré, donc on va se dire, est-ce que les Allemands ils vont encore nous faire un stimulus là? On aura bien pricé l'histoire. Aux US aussi, on sait qu'ils ont front-loadé le stimulus pour que ça arrive bien avant les mi-termes. Voilà, donc moins de fuel à partir du deuxième trimestre, quoi. Exactement, et avec des attentes qui peuvent s'être encore plus renforcées, quoi, en quelque sorte. Alexandre, c'est vrai qu'on a l'impression que ça va être un shift aussi, un gros rapprochement entre Fed et le Trésor. Post-Covid, c'est comme ce qui s'était passé par la force des choses. Il y avait des réunions, je me souviens à l'époque, c'était tous les 15 jours, toutes les semaines, je crois, Fed, Trésor. Donc quand il y a besoin, même aussi indépendante que la Fed soit-elle, alors c'était un cas extrême, mais il y avait quand même eu des collaborations très étroites au moment du Covid entre le Trésor et la Fed. Ouais, je crois qu'on va avoir les précisions bientôt là, du prochain, du financement des émissions du Trésor américain. On va avoir un peu le détail, le plan là, des trimestres. Des prochains trimestres. Bon, logique d'investissement, rapidement, un petit tour de table, Alexandre Ezez. Une fois qu'on a raconté tout ce qu'on s'est dit là, avec notamment l'histoire des métaux, comment on reste positionné dans les marchés? Positionné sur les marchés actions, il faut rester, à mon avis, positionné. Pour l'instant, on voit que c'est un marché où les résultats sont quand même extrêmement bon, que ça soit de part et d'autre de l'Atlantique, aux États-Unis, mais aussi en Europe. On l'a pas dit, on a parlé de la mauvaise réaction sur Microsoft, mais le gros enseignement, c'est quand même que l'histoire des CAPEX est intacte.
personne n'est revenu en arrière sur les capex. Et même tout le monde continue d'en annoncer encore un peu plus. Non, tant qu'il n'y aura pas un véritable accident financier par rapport à la finance circulaire, par rapport effectivement à une faillite ou quelque chose comme ça, c'est vrai qu'il faut peut-être regarder Oracle de près. C'est peut-être s'il y en a un, il y a un canari dans la mine, ce sera peut-être Oracle à un moment. C'est vraiment celui qu'il faut regarder. Et pour l'instant, ça va continuer. Il y a une concentration effectivement des capex. Il y a des investissements colossaux qui sont en train d'être faits. Et cette thématique de dire que la rentabilité, enfin les rendements sont pas encore là. Évidemment qu'ils sont pas encore là. Non, oui. Je veux dire, oui. C'est pas une baraque à frites qu'on est en train de construire. Exactement. C'est pas une baraque à frites. Ce qui est intéressant, c'est que sur l'Europe, sur les thématiques, pour moi, elles changent pas véritablement. Pour moi, la thématique d'investissement sur l'Europe, c'est la souveraineté et l'indépendance de l'Europe. Donc, c'est les énergéticiens, c'est les banques pour la transmission de la politique monétaire à l'économie réelle, c'est la santé qui commence à revenir, etc. C'est tout ce qui est autour de la souveraineté européenne, point. Le reste, tout ce qui est lié à l'extérieur, aux exportations, ça peut être un peu plus délicat. La baraque à frites, pour la petite histoire, c'était le directeur de la communication d'Areva à l'époque sur l'EPR finlandais. Chaque fois qu'on lui demandait pourquoi ça prenait du retard, il dit on n'est pas en train de fabriquer une baraque à frites. Voilà, pour faire les choses. Bon, 30 secondes là sur le marché, Alexandre. Le secteur, mais plutôt la partie géographique. C'est-à-dire qu'on voit la zone euro, je pense qu'elle les marchés européens continueront de mieux performer que les marchés américains. C'est-à-dire que même si nous avions de la vol qui arrivait à un moment donné, peut-être un 10-15% de baisse sur la partie US, toujours cette impression que la partie européenne serait moins touchée parce que voilà, une visibilité qui est bonne, on a une inflation à 2, voire même un peu en dessous, peut-être une baisse de taux au coin de la rue aussi. Donc voilà, toujours cette impression que l'année peut être pas mauvaise pour la partie européenne et toujours, je pense, si ça bouge côté européen, ça risque plus d'arriver des États-Unis par corrélation plus qu'un phénomène purement européen. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous, les invités de ce début de semaine dans Smart Bourse sur Bismart for Change, Alexandre Ezez, Alexandre Baradez et Pierre-Olivier Beffy. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et chaque lundi c'est notre quart d'heure américain, un rendez-vous incontournable pour suivre, analyser la vie politique, économique, financière et plus encore américaine avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain à distance, en visio avec nous. Bonsoir Pierre-Yves, bienvenue. Kevin Warsh, donc vous défendez l'idée d'un choix heureux. Pourquoi ? Première question. Et quelles sont les conséquences de ce choix, de ce pic de Trump pour succéder à Jay Powell ? Donald Trump ne s'est pas trompé de Kevin. Il a hésité entre Kevin Hassett, qui est certainement un économiste républicain très loyal à Donald Trump, mais qui n'a pas la profondeur et l'expérience et le respect international dont dispose Kevin Warsh. Il n'y a pas beaucoup de banquiers centraux en Europe qui peuvent certainement tenir la dragée haute à Kevin Warsh. Il a passé l'essentiel de sa vie à faire passer le risque d'inflation avant le risque de chômage. C'est un faucon professionnel, pratiquement. C'est quand même extrêmement paradoxal de voir qu'il ait été choisi par Donald Trump, qui a tout fait pour miner l'indépendance de la Fed, décrédibiliser Jérôme Powell et insister sur le fait que les taux d'intérêt ne baissaient pas assez vite. C'est très curieux. Pour autant, Kevin Warsh, qui a été interrogé au cours des derniers mois sur l'importance d'accélérer les baisses de taux, l'a dit, il n'y a pas de faucon et de colombe. On est faucon dans certaines circonstances, quand cela est justifié, et puis on est colombe dans d'autres circonstances. Kevin Warsh, je n'en étais pas conscient d'ailleurs, c'est en fouillant un petit peu dans sa vie au cours des dernières heures que je me suis rendu compte que c'est un ami et un disciple de Stanley Druckenmiller. Ouais. Héros du capitalisme, héros des hedge funds, héros de la spéculation, quelqu'un qui pendant 30 ans vous produit que des années positives de rendement et en moyenne de 30%, quelqu'un qui se base sur des analyses macro pour faire des paris sur les devises, par exemple, ça force le respect. Kevin Warsh n'est probablement pas l'idéologue qu'il avait besoin de paraître pour faire parler de lui dans la presse depuis qu'il a quitté la Réserve fédérale en 2011. Il a quitté en 2011 en annonçant que, en grande partie, c'était parce que il pensait que la deuxième vague d'assouplissement quantitatif allait provoquer des bulles.
et probablement aussi de l'inflation. Elle a certainement provoqué des bulles. Bulles d'ailleurs dont nous voyons encore les effets aujourd'hui. Nous en parlions la semaine dernière. Le maintien de taux d'intérêt très bas sur le marché immobilier a fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de liquidités sur le marché immobilier qu'on ne l'aurait parce que les gens veulent rester bloqués dans des prêts à taux fixe plutôt que de vendre leur propriété. Kevin Warsh, maintenant, a un grand rendez-vous avec nous tous, c'est probablement le 16 et 17 juin. Ah. J'ai regardé le calendrier des réunions du Fonds monétaire, du comité de l'Open Market, du FOMC. Le mandat de Jérôme Powell expire mi-mai. Si tout se passe bien, le département de la justice va annoncer de manière plus ou moins élégante que les poursuites pénales sont écartées en ce qui concerne ces accusations qui planent sur la tête de Jérôme Powell. On a tout le temps de confirmer Kevin Warsh d'ici le mois de mai. Une fois que cette ambiguïté et cette menace sur Jérôme Powell sera levée, le patron de la commission bancaire du Sénat, Tom Tillis, quelques autres républicains qui sont sur ce comité, notamment Lisa Murkowski, sénatrice de l'Alaska, vont procéder à l'examen de la sélection par le président Trump de Kevin Warsh. Il sera confirmé largement. Il connaît très bien ce processus. Il a déjà été gouverneur. On ne voit pas très bien ce qu'on pourrait lui reprocher aujourd'hui. Entre-temps, il va discuter avec tous ses collègues et anciens collègues de la Réserve fédérale. Et entre-temps, d'ici la fin avril, on aura eu plusieurs chiffres de l'emploi et du chômage. Nous avons une réunion du comité de l'Open Market le 18 mars. Nous en avons une autre le 29 avril. Et ensuite, il y a celle du 16 et 17 juin. D'ici là, probablement, Kevin Warsh aura pris sera devenu chairman, président du Conseil des gouverneurs. Alors, on le dit souvent, mais à culpa, le patron de la Fed n'est pas patron de la Fed. On l'appelle patron de la Fed pour aller plus vite. C'est tellement compliqué d'écrire président du Conseil des gouverneurs. Il va devoir, et il a certainement déjà commencé, rencontrer tous ses collègues et discuter avec eux de leurs perspectives, et pas simplement de taux d'intérêt. Il va parler de comment réduire le nombre d'économistes et de mieux contrôler ce que tous ces économistes font à la Réserve fédérale. Kevin Warsh est un ami non seulement de Stanley Druckenmiller, mais c'est un ami de Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui lui-même est dans la même nébuleuse, qui a travaillé avec George Soros. Tout ça, c'est le même monde. Ce sont des gens qui pensent de la même manière, largement. Et qui, comme l'ont dit nos invités il y a quelques minutes, sont obsédés par le recadrage de la responsabilité de la Réserve fédérale dans les responsabilités monétaires, la restructuration de la Réserve fédérale pour arrêter complètement, et ça avait déjà été fait sous Jerome Powell, toutes ces incursions qui sont si chères, d'après ce que j'ai compris, à la Banque centrale européenne sur l'inclusion, sur le développement durable et tout ça. La Réserve fédérale va s'occuper de politique monétaire, moins probablement, si Kevin Warsh le souhaite, de réglementation bancaire. Mais pour ça, il faut dégager un consensus et ça ne sera pas automatique. Et il y aura beaucoup de discussions autour de la table et en dehors de la salle avant qu'on arrive à des décisions. C'est sans doute en dehors du champ de la politique monétaire qu'il aura peut-être le plus d'influence. Je suis assez d'accord avec vous sur ce point. Il plaide pour un régime change dans la Fed, au sein de la Fed, en matière de gouvernance. Et là-dessus, il va pouvoir avoir la main, effectivement, sur les différents départements, le staff, la stratégie de communication. Enfin voilà, là, le président, en l'occurrence de la Fed et du Conseil des gouverneurs, peut avoir la main libre.
la politique monétaire se définit quand même comme étant encore un consensus au sein du FOMC, de la Réserve fédérale américaine. Avec tout ça, Pierre-Yves, entre Kevin Warsh, le krach des métaux, la situation géopolitique en Iran, on parle beaucoup moins du shutdown qui est en place. Alors, un mini shutdown qui est en place depuis le 31 janvier, donc vendredi à minuit. On en parle assez peu aussi parce que tout le monde estime que c'est un shutdown qu'on va vite voir se terminer, Pierre-Yves. Les démocrates avaient fabriqué un shutdown en utilisant ce prétexte de la remontée 2 mois plus tard des primes d'assurance maladie et l'élimination des subventions dont bénéficiaient une vingtaine de millions d'Américains. Là, les démocrates choisissent un autre sujet qui est très très chaud, qui émotionnellement porte beaucoup dans l'opinion, qui est celui de la violence, de l'application des lois de l'immigration par les nouvelles polices de l'immigration fortement financées par l'administration Trump. Petit rappel, il y a 10 jours, les 6 des 12 lois qui constituent le budget américain avaient été votées dans un gros paquet par la Chambre des représentants. Il fallait que le Sénat les adopte exactement dans le même texte. Le Sénat a dit non, on va en prendre 5 sur 6, parce que la 6e, c'est le département de la sécurité intérieure, c'est la tutelle des polices de l'immigration, et là, il va falloir changer complètement la manière dont ces polices travaillent. Du coup, il faut maintenant que 5 de ces 6 budgets soient adoptés à nouveau par la Chambre des représentants, ce qui, d'un point de vue de procédure, va prendre au moins 24 heures parce que les démocrates ne veulent pas aider les républicains qui ne disposent à partir de ce soir plus que de 4 voix de majorité, 218 d'un côté républicain, 214 chez les démocrates, parce qu'il y a un nouveau démocrate qui est arrivé. Et puis ensuite, il va falloir, on s'est donné jusqu'au 13 février, pour décider des conditions nouvelles qui seront imposées au département de la sécurité intérieure et aux polices de l'immigration pour voir comment on va financer le DHS. Quelles sont ces conditions? Pas les masques. Empêcher la police de l'immigration de porter des masques pour appréhender des immigrants soupçonnés d'être sans papier. Arrêter leur patrouille agressive. Obliger ces agents fédéraux à porter un uniforme avec leur nom. Ouais. Voilà quelques-unes les obliger également à porter des caméras. Alors ça, les républicains sont d'accord. L'histoire du nom, ça va être difficile parce qu'on a affaire en face quand même à des manifestants qui sont très professionnels et qui, dès qu'ils ont capté le nom d'un agent de l'immigration, trouvent son adresse et vont manifester devant sa maison et font peur à ses femmes et ses enfants. Vous voyez, c'est un marchandage compliqué. On va rentrer dans le détail de la violence de l'application des lois anti-immigration pour conditionner la fin totale de ce shutdown. Mais normalement, demain soir, mardi, pour 11 des lois de finances parmi les 12, le problème sera réglé. Merci beaucoup Pierre-Yves, merci pour votre éclairage hebdomadaire qui nous permet de suivre au plus près les enjeux de la vie politique et économique et financière américaine. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans ce quart d'heure américain, correspondant américain de Bismart for Change, que vous retrouvez bien sûr comme toutes les émissions en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.